messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. La cérémonie d'intronisation du nouveau sultan d'Aoussa s'est tenue hier. Et un atelier portant sur les principes fondamentaux du partenariat public-privé a été lancé ce mardi 14 mars. En Italie, 700 migrants arrivés ces derniers jours à Lampedusa sont transférés vers Porto Empedocle en Sicile. Ils rejoindront ensuite d'autres centres d'accueil dans différentes régions d'Italie. C'était les titres. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. La cérémonie d'intronisation du nouveau sultan d'Aoussa a eu lieu hier en la personne d'Ahmed Ali Mirah Hanfari. Eh bien, c'était donc cette cérémonie s'est déroulée hier, 13 mars 2023, dans la ville historique de Aïssata. Plusieurs centaines de personnes se sont déplacées de Djibouti et de la diaspora éthiopienne originaire notamment de la région d'Afar ont fait donc le déplacement à l'occasion de cette cérémonie. Djibouti a été représenté par plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Environnement, Mohamed Aboubakar Moussa, celui du transport, Mohamed Abdelkader Moussa, celui de l'équipement et des transports, Hassan Hamad, et Ali Hassan Badon, ministre de la Justice, ainsi que le chef du cabinet de la présidence, Mohamed Abdelkader. Des parlementaires et des hautes personnalités ont été accueillis par les autorités de la région Afar, notamment son président Awal Arba. Un groupe de chants et des danses traditionnelles faisait partie de la délégation et des centaines d'anonymes qui ont foulé une foule en masse qui est venue donc participer à cette cérémonie. La cérémonie d'intronisation du sultan s'est déroulée en présence des principales autorités traditionnelles et coutumières Afar de toutes les régions, dont le sultan Ali Habib de Tadjoura. Aïssata a donc été hier le centre d'intérêt et le point de convergence de toute cette foule immense venue rehausser l'image de cet événement historique qui marque le couronnement du 15e sultan d'Aoussa. Né à Aïssati, le sultan Ahmed Ali Mirah a fait ses études à Asmara, dans l'actuel Érythrée, au Caire, puis en Égypte, puis donc au Royaume-Uni. Eh bien, il a ensuite fréquenté l'American University et l'université à Washington, D.C., aux États-Unis. Le sultanat s'efforce de préserver la culture, les traditions et le mode de vie du peuple afar. Pendant des siècles, il a joué un rôle crucial dans le maintien de la cohésion sociale. Le sultan représente l'identité politique et culturelle du peuple afar et sert de symbole de son histoire et de ses traditions. Ce sont donc tous ces aspects que le nouveau sultan Ahmed Ali Mirah est appelé à observer durant son règne et il a tenu à le rappeler d'ailleurs au cours de son intervention qui a suivi son couronnement. Le
le ministre de l'Environnement, Mohamed Abdelkader Moussa, lors de cette cérémonie marquant le couronnement du sultan Ahmed Ali Merah, transmis un message de félicitations du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, au nouveau sultan. Il a rappelé les liens fraternels qui unissent nos deux pays et particulièrement avec le Kilil Afar. Le ministre a assuré du soutien de notre pays aux côtés de la région Afar d'Éthiopie durant les moments difficiles. Mohamed Abdelkader a conclu en rappelant que l'écoute mutuelle, la compréhension et le partage doivent continuer à rester au cœur des relations. Prenant la parole à son tour, le ministre des Transports, Hassan Hamad, a indiqué que le nouveau sultan est un homme instruit et surtout pieux. Nous sommes convaincus, a-t-il poursuivi, que les hommes et femmes de cette région vont épauler leur sultan pour qu'il puisse honorer donc ses responsabilités. Ahmed Ali Merah sera le sultan du progrès, du développement et de la cohésion sociale. Eh bien, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions des participants à cette cérémonie, dont notamment celle de M. Balagoïta Saïd, qui a souligné qu'un rappel sur l'histoire a largement évoqué, précisant que c'est le sultanat d'Aoussa qui a succédé au sultanat de Adaï, basé à Harar. Le sultanat d'Aoussa, a-t-il dit, représente tous les Afars vivant dans la Corne d'Afrique, et le président de la région a fait un rappel important sur l'histoire de Feu Ali Merah et son fils Feu Hanfari Ali Merah. Balagoïta Saïd a aussi souligné que les différentes interventions à la tribune de cette cérémonie du sultan Ahmed Ali Merah à Aïssata a indiqué donc que le peuple afar est une garantie durable pour l'Éthiopie. Par ailleurs, M. Ahmed Al-Oïta s'est félicité que l'intronisation du sultan Ahmed Ali Merah a vu une forte délégation de toutes les communautés afar de la République de Djibouti. C'est venu donc faire le déplacement de Tadjoura, puis d'Obok, de Gobaad, Zadikil, ainsi l'ensemble donc de la République de Djibouti, ainsi que la diaspora. Donc a fait le déplacement pour honorer leur présence à cette cérémonie marquant le couronnement donc du sultan donc de Aïssata. À la une également, le ministère du Budget a organisé aujourd'hui, avec l'appui de la Banque mondiale et les partenaires techniques et financiers, c'est-à-dire l'AFD, l'Agence française de développement et l'Union européenne, un atelier de présentation des résultats de la première évaluation du programme d'examen des dépenses publiques et d'évaluation de la responsabilité financière réalisé en 2022. Cet atelier de dissémination permet à l'ensemble des parties prenantes djiboutiennes de prendre connaissance et s'approprier les forces et les faiblesses identifiées en matière de notre gestion de finances publiques, et ce, en vue de déterminer les priorités de réforme à mettre en place pour les années à venir. On prépare à cet atelier les acteurs clés de l'administration ainsi que les structures publiques, notamment les hauts cadres des ministères sectoriels, du Parlement, de la Cour de compte, de la Chambre de commerce, de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Cet outil d'évaluation constituera un cadre de dialogue avec les partenaires pour la mise en œuvre du processus de réforme du système de finances publiques. Écoutez le représentant de la Banque mondiale à Djibouti. L'évaluation, le cadre PEFA s'est imposé comme la norme internationale de référence en matière de diagnostic de la gestion des finances publiques. Aujourd'hui adopté par plus de 150 pays, il permet de présenter une vue d'ensemble du système de gestion des finances publiques et de mesurer sa performance sur la base d'éléments probants. Ce faisant, il constitue également un outil privilégié de dialogue autour des priorités de réforme des finances publiques et de planification de leur mise en œuvre. La disponibilité de la Banque mondiale et des autres PTF a assisté le gouvernement djiboutien dans la mise en place rapidement d'une équipe chargée de piloter l'élaboration de la stratégie de réforme de la gestion des finances publiques et le développement du plan d'action de mise en œuvre. Enfin, je réitère
également l'engagement de la Banque mondiale et de tous les PTF à continuer à soutenir le gouvernement djiboutien dans les différentes phases de mise en œuvre des projets et programmes de réforme de la gestion des finances publiques en cours et de ceux qui découleront du plan d'action issu de cette évaluation PEFA. La présidente de la Cour des comptes et la secrétaire générale par intérim du ministère de l'économie et des finances ont convenu du pas de géant effectué avec la réalisation de cette évaluation soutenue par une volonté politique engagée. On les écoute. C'est pour nous, la Cour des comptes, un réel plaisir de prendre part à cet atelier et particulièrement d'avoir été à bord tout au long du processus. En ce jour particulier, à l'occasion de cette présentation consacrée aux résultats des travaux de l'évaluation de la performance du système de gestion des finances publiques de Djibouti. C'est une première dans notre pays. En effet, il s'agit de la première évaluation PEFA de Djibouti. Le PEFA qui est un cadre de référence, une norme internationale à laquelle plusieurs pays se sont déjà soumis. Et donc, Djibouti aujourd'hui fait partie de ces pays qui ont finalement leur rapport et on va intégrer le nombre de pays qui ont pratiqué cet exercice. Je dirais au bout d'une année de travaux intenses, on peut dire que cet exercice a été riche, intense et soutenu en termes d'apprentissage, d'échange, de part et d'autre. Cette évaluation pour Djibouti, je dirais, vient à point nommé à un moment où les finances publiques ont connu des chocs multidimensionnels ces dernières années, notamment la crise de la Covid, avec son lot de tensions sur les finances publiques. En tout état de cause, cet exercice nous a permis de mettre en place une plateforme de dialogue et de collaboration entre tous les acteurs de la gestion des finances publiques. Je formule le vœu que cet atelier soit le prolongement de cette plateforme collaborative en vue d'une amélioration de la gestion des finances publiques durable. Nous nous félicitons du bon déroulement de l'exercice PEFA auquel notre pays s'est soumis tout au long de l'année 2022. Cette première évaluation du PEFA, dont le lancement a été fait l'année dernière, à quelques jours près de la date de présentation du rapport final aujourd'hui, a fait l'objet d'une parfaite coordination entre toutes les institutions publiques et notamment entre les deux ministères, le ministère des Finances et le ministère du Budget. Cette coordination a donné des résultats concluants dans la mesure où le calendrier projeté a été respecté. La majorité des données et des informations requises ont été transmises dans les délais. Cet exercice PEFA est arrivé donc à son terme et sanctionné par le rapport final dont présentation est faite aujourd'hui. Ce rapport, élaboré sur la base d'une méthodologie fondée sur les bonnes pratiques internationales en matière de gestion des finances publiques, fait état de la performance de notre système de gestion des finances publiques à travers 31 indicateurs, dont 13 ont été jugés satisfaisants et les autres se situant dans une marge de progression significative. Au cours de l'évaluation, les autorités publiques ont démontré leur capacité de concertation et de coordination afin de s'approprier pleinement de cette évaluation, de son processus et bientôt des résultats. En s'engageant dans cet exercice, le gouvernement a montré sa volonté de prendre les mesures pour corriger les faiblesses du système de gestion des finances publiques et de consolider les points forts recensés dans le rapport. Prenons la parole à son tour. Le secrétaire général du ministère du Budget a mis le point sur l'importance de la plateforme du système de gestion et des finances publiques et il a par la suite remercié l'ensemble des partenaires pour leur contribution. Nous l'écoutons. Un immense plaisir pour moi de me retrouver parmi vous aujourd'hui, un an après le premier atelier, c'était le 30 mars 2022, pour prendre part à cet atelier de restitution du rapport final du programme d'examen des finances publiques, des dépenses publiques et d'évaluation de la responsabilité financière, plus communément appelé le PEFA. En 12 mois, que de chemins parcourus, que de réunions réalisées, que de documents compilés, mais avec vous tous, mais nous y sommes aujourd'hui au bout de cet exercice ô combien enrichissant. L'exercice du PEFA a porté sur le système de gestion des finances publiques qui englobe les administrations centrales et les services déconcentrés à travers 6 dimensions: la crédibilité du budget, l'exhaustivité et la transparence du budget, la budgétisation fondée sur les priorités nationales,
la prévisibilité et le contrôle de l'exécution du budget, la surveillance, la vérification externe et la comptabilité, l'enregistrement et des informations et les rapports financiers. Il nous revient, côté gouvernement, de créer le cadre institutionnel approprié pour engager les actions et piloter les réformes qui s'en suivront, et à nos partenaires de nous accompagner dans ce long processus. Fort de ces acquis, nous restons confiants et convaincus que la mobilisation et la détermination de nous tous à aller jusqu'au bout ne sauront faire défaut pour la suite du processus. Dans l'actualité de ce mardi 14 mars également, l'organisation Bender Jedid pour le développement socio-économique en partenariat avec l'association Initiative Climat, avec l'appui du ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation et sur financement de l'Union européenne, a procédé hier matin au lancement du projet Plaidoyer sur les politiques et projets numériques dans la salle de conférence donc, de Bender Jedid, en présence notamment du secrétaire général de l'ONG, de l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, du secrétaire général du ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation, du secrétaire questeur de l'Assemblée nationale et membre exécutif du Parlement, et bien, ainsi que des représentants des différentes institutions nationales et internationales et des organisations de la société civile djiboutienne et la quasi-totalité des membres de l'ONG Bender Jedid. La présidente de l'association Initiative Climat a assisté par vidéoconférence à cette séance de lancement du projet. Écoutez le secrétaire général de l'ONG Bender Jedid. L'Union européenne, en 2012, est mise en œuvre par Bender Jedid 3 espaces verts le jour, 2 dans les régions de l'intérieur d'Ikil et à Tadjoura et 1 dans la capitale. Il fut un grand succès. Pour rappel, quelques chiffres. À Tadjoura, ce sont 318 jeunes qui furent formés dans les espaces publics numériques. À Dikil, 266, Madame Madina qui est ici avec nous, et à Djibouti, 120 est fait par nous. Dans ce projet que nous lançons aujourd'hui, nous avons opté pour la thématique du plaidoyer sur les politiques et projets numériques. Et c'est là en conformité avec notre plan quinquennal stratégique élaboré en 2021 avec l'appui du programme de renforcement des capacités des associations de Djibouti. Dans le décret numéro 2021-114 PRE datant de mai 2021 de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et portant création de votre ministère, il est écrit, il est clair que l'avenir sera digital. Ceux qui ne prendront pas le train de la digitalisation seront très vite distancés et largués en train de la mondialisation. Ce projet est une petite contribution à la réalisation de cette volonté. Et ce projet qui a pour but de mobiliser les associations djiboutiennes en vue de prendre conscience et de vulgariser les services numériques utiles dans tous les domaines de la vie quotidienne, éducation, formation, santé, développement économique et social, environnement, etc. Écoutons à ce propos à présent donc un extrait du mot de l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti. La numérisation est un outil essentiel pour lutter contre les inégalités et parvenir au développement durable. La nouvelle stratégie numérique de l'Union européenne présente des idées et des actions pour une transformation numérique qui soit juste, diversifiée, démocratique et confiante. Pour l'Union européenne, le numérique est un levier clé pour lutter contre le changement climatique et aller vers la transition verte. Les 3 objectifs clés de notre stratégie sont une technologie qui fonctionne pour les gens, une économie numérique juste et compétitive et une société ouverte, démocratique et durable. L'Union européenne plaide aussi pour un Internet ouvert, mondial, libre, sûr, résilient, respectueux de la protection, respectueux de la vie privée et des droits humains. Ces principes doivent se refléter dans les projets qui soutiennent la numérisation et en font usage, de façon à ne pas nuire aux droits humains ni à la démocratie. Au contraire, par démocratie numérique, on entend le fait d'utiliser les technologies informatiques dans le but d'améliorer les processus de gouvernance.
L'administration publique doit viser l'usage des technologies de l'information et de la communication pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Il faut donc également une administration publique qui soit plus interactive et plus réactive et des espaces publics plus sûrs. Le but est de produire un ensemble de préconisations pour les autorités afin d'appuyer les organisations de la société civile grâce au numérique. C'est ce qu'a rappelé le secrétaire général du ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation, Abdallah Ibrahim Omar, que je propose de l'écouter. Depuis sa création, le ministère a suivi une démarche participative et inclusive pour dresser un état des lieux de l'économie numérique pour élaborer une stratégie et une feuille de route Djibouti Smart Nation, en phase avec la vision Djibouti 2035 et avec les grandes lignes du plan quinquennal. À ce titre, nous avons engagé des actions pour revitaliser le centre de leadership et de l'entrepreneuriat et renforcer la synergie avec les acteurs de l'écosystème numérique, afin de nous recentrer sur le développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation pour lutter contre le chômage. Aussi, les réflexions que vous entendez mener durant ces 18 mois prochains s'inscrivent pleinement dans un continuum de projets menés par le ministère afin de consolider l'écosystème et favoriser une approche bottom, c'est-à-dire de moins verticale et plus horizontale pour la réussite de la numérisation de nos services publics en tenant compte des besoins prioritaires qu'expriment les futurs usagers dans les associations afin d'accélérer la transition numérique permettant de favoriser un écosystème djiboutien digital. Notre ambition est de renforcer davantage la coopération avec l'écosystème et notamment sur la mise en œuvre du gouvernement numérique. C'est en ce sens que le ministère soutient fortement l'idée d'une co-construction de nos politiques publiques, en particulier dans le développement du numérique. Et pour un meilleur encadrement des projets de développement en partenariat public-privé, quoi de mieux d'outiller les acteurs de l'administration et du privé qui interviennent dans l'élaboration et la mise en œuvre de partenariats public-privé. Tel est l'objectif de la direction des partenariats public-privés du ministère de l'économie et des finances qui a hier procédé au lancement d'un atelier de renforcement des capacités sur les partenariats publics-privés. Accompagné de la Banque mondiale et le Fonds de conseil en infrastructures publiques-privées, communément appelé le PPIAF, eh bien, ce séminaire a été rehaussé par la présence du haut du panier de l'administration, notamment les secrétaires généraux des ministères publics, les directeurs généraux des établissements et entreprises publiques, les dirigeants des entreprises du secteur privé, ainsi que les professions libérales, en d'autres termes, une trentaine de cadres provenant des ministères et des établissements et entreprises publiques. Cette formation vise à renforcer les capacités des autorités publiques dans la structuration des projets identifiés, notamment en matière d'analyse technique, financière et économique. Mais compte tenu de la complexité du montage des projets en mode partenariat privé-public, la Direction générale du partenariat public-privé, avec l'appui du cabinet d'experts Ebel, a tenu 3 sessions de formation approfondie sur les techniques pour réaliser donc les projets du 14 au 16 mars 2023. Au cours de ce séminaire, les participants ont eu connaissance du dispositif juridique et institutionnel mis en place pour promouvoir les partenariats publics-privés comme instrument de financement de la réalisation des infrastructures publiques et pour améliorer la gestion des services publics. Et bien, conformément au programme national de développement, et ce afin d'assurer les financements des projets d'investissement publics prioritaires. Constitue un outil puissant qui permet, lorsqu'ils sont bien conçus, de fournir des services d'infrastructure modernes et de qualité, en réduisant les contraintes budgétaires. Toutefois, d'énormes efforts doivent être consentis pour que les projets soient prêts à être investis et pouvoir tirer profit de ces investissements. Les PPP constituent un outil complexe et exigeant et sans la mise en œuvre d'un environnement propice, d'institutions gouvernementales solides et une expertise technique pointue ne permettra pas d'atteindre
les niveaux d'investissement nécessaires pour le développement des infrastructures. Et dans le même sillage, la directrice du partenariat public-privé a dans son allocution étayé l'importance de cet outil pour le développement. Aujourd'hui, le partenariat public-privé tel qu'on l'entend depuis que le cadre juridique et institutionnel a été mis en place depuis 2017, parachevé en 2021 avec le manuel de procédure, c'est une nouvelle. Ce concept-là est assez récent, tel que nous l'entendons selon cette loi-là. Mais Djibouti a toujours fait, quand même, on a toujours utilisé ce type de modèle, notamment avec les grands projets qu'on a eu à voir comme cas emblématique. C'était le cas du projet dans le secteur portuaire, avec l'intervention de l'investisseur DP World, avec lequel on avait commencé une aventure en 2000 à travers le projet de gestion du PAID, avec la concession que vous connaissez concernant le terminal portuaire. Ces types de projets ont été bâtis sur la base de la notion de concession ou de contrat d'affermage, mais qui était prévu à l'époque par la loi de la privatisation. C'est-à-dire que ce concept était plutôt assimilé à une privatisation. Donc tout à l'heure, vous allez comprendre que la nouvelle formule n'est pas du tout dans ce secteur de privatisation. C'est plutôt un partenariat public-privé. Le secteur privé est encouragé à intervenir dans le secteur public, et l'autorité publique, elle a toujours cette responsabilité de continuer de veiller au bon fonctionnement de l'infrastructure publique qui lui sera remise à la fin de l'exécution du projet. Et cette cérémonie de clôture d'une formation du projet d'autonomisation des femmes et des filles à Djibouti-Ville et des jeunes à besoins spéciaux en trouble de neurodéveloppement s'est clôturée dans la matinée d'hier. Ce projet a été donc mis en œuvre par l'association Suna Al-Hayat de la cité Hoden, et puis grâce au projet PISCA à travers l'ambassade de France. Et bien, ce projet innovant des sociétés civiles et caritatives d'acteurs par le ministère de la Femme et de la Famille, la CNSS, ainsi que l'Agence nationale des personnes handicapées, et bien, ont participé à cette réussite de ce projet. Le projet a couvert l'insertion de l'emploi de 2 groupes cibles différents d'une formation continue des métiers et d'accompagnement des personnes à besoins spéciaux. Et bien, une formation des jeunes non scolarisés visant à renforcer les capacités de celles-ci à travers le programme de lecture, écriture et bien, toutes les femmes, les filles qui ont donc suivi ces formations ont, à la fin de cette cérémonie, des certificats donc, de reconnaissance leur ont été remis. Écoutons l'ambassadrice de France à Djibouti qui s'est réjouie de la réussite de ce projet. Les associations qui existent, donc les associations qui sont mobilisées, qui viennent avec nous, avec le ministère de la Femme, on sélectionne des projets et on essaye d'autonomiser un maximum ces forces vives de la société civile pour qu'elles, au quotidien, sur le terrain, au plus près des besoins, elles identifient sur quel sujet nous devons travailler et qu'elles viennent avec leurs solutions. C'est ça qui est important, c'est que les associations viennent avec leurs solutions. Nous sommes là pour accompagner, mais les projets, ils vivent dans un quartier, dans un environnement, je pense qu'il est important que nous soyons unis entre les institutions djiboutiennes qui peuvent aider, la CNSS, le ministère de la Femme, mais aussi de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Je pense qu'il faut qu'on se mette tous ensemble, qu'on crée un écosystème où chaque enfant a une solution. Ceux qui peuvent aller dans une école normale vont dans une école normale, ceux qui ont besoin d'une école inclusive dans une école inclusive, et ceux qui ont besoin d'un peu plus de traitement individualisé puissent avoir aussi des associations avec des professionnels. Et j'étais très impressionnée par les kinésithérapeutes que nous avons vus. Et c'est tous ensemble que nous pouvons constituer, parce que le regard que la société a sur ses enfants, c'est le nôtre aussi. Et c'est avec notre regard que nous pouvons aider à transformer de la manière la plus inclusive, parce qu'ils ont énormément à nous apporter. Ces enfants que j'ai vus ce matin à vos côtés, c'est des sourires qui vont rester avec moi pour toujours.
Social, toujours une délégation de la Fondation Diwan al-Zakat conduite par le directeur général Souleymane Hussein Moussa s'est rendue hier dans la ville d'Arta pour procéder à la distribution de la collecte de la Zakat pour l'année 2022, en plus de distribuer les 3e et 4e tranches du parrainage d'orphelins pour l'année 2022. À cet égard, environ quelques 102 familles démunies ont bénéficié du produit de la Zakat pour l'année 2022, tandis que 60 orphelins de la région d'Arta ont bénéficié du parrainage d'orphelins. Le président du conseil régional a salué les efforts entrepris par la Fondation du Diwan al-Zakat depuis sa création en 2004 pour répondre aux besoins des groupes vulnérables de la société. Pour sa part, le directeur général du Diwan al-Zakat, Souleymane Hussein Moussa, a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux autorités locales d'Arta pour l'accueil chaleureux et la bonne préparation de cette cérémonie. Il a souligné que le président de la République, Saïd Omar Guelleh, a créé la fondation en 2004 dans le but de relancer l'un des piliers de l'islam, à savoir la zakat, ainsi que de renforcer les efforts de lutte contre la pauvreté dans le pays. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande des membres de la brigade de la douane, en étroite collaboration avec le détachement de la police et de la région d'Ali Sébié, ont intercepté une importante marchandise de contrebande en provenance de l'Éthiopie. La marchandise saisie dernièrement à cette occasion était composée de 80 colis de khat, dont le poids total a été estimé à 5000 kg de khat dans le cadre de la lutte contre toute forme de trafic illicite. La Direction générale de la douane et des droits indirects se déploie pour répondre aux problèmes de la porosité des frontières, des équipes mobiles qui mènent en collaboration avec la gendarmerie et la police nationale ainsi que l'armée des opérations de contrôle dans les principaux points d'arrivage des produits de contrebande. Ces agents de la douane saisissent ainsi chaque semaine des quantités de marchandises de contrebande selon la procédure standard. En vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de douane d'Ali Sébié, Mohamed Moumin Hassan. De là, nous passons à l'actualité internationale. 700 migrants arrivés ces derniers jours à Lampedusa sont transférés vers Porto Empedocle, en Sicile. Ils rejoindront ensuite d'autres centres d'accueil dans différentes régions d'Italie. Depuis le début de l'année, plus de 17 590 migrants ont déjà débarqué sur les côtes italiennes, soit près de 3 fois plus qu'en 2022 et 2021. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur nos chaînes.